ces attaques se justifient, y compris dans la capitale du Mali, et sans qu'il n'y ait jusqu'aujourd'hui aucune sanction. Aucune sanction. La redevabilité dans la gouvernance, vous le demandez chaque fois, la redevabilité. Qu'est-ce qui se passe avec la situation actuelle? Quelle est votre lecture de la situation actuelle? Pourquoi ce mutisme par rapport au bilan que les Maliens attendent toujours? Expliquez-nous, maître. Je vous remercie. Je pense que la gravité de la situation n'échappe à personne. Je suis sûr qu'en diverses circonstances, chacun a fait preuve de solidarité et de compassion en présentant les condoléances pour les disparus, en priant pour rétablissement rapide des blessés. Chacun aussi a eu sans doute à émettre des avis sur le pourquoi et le comment, notamment sur le point de savoir s'il y a eu des perméabilités condamnables. Je pense que... Je rappelle que c'est dans votre secteur, hein, vous ne logez pas non loin de l'école de la gendarmerie. Je suis à 300 mètres à vol d'oiseau. Voilà. Donc tout le monde est concerné par cette insécurité. Mais vous savez, quand on est en guerre, quand on est agressé de façon aussi barbare, je ne pense pas que la première réaction puisse être celle de remettre en cause les capacités défensives ou offensives de nos hommes. Même préventive. Même préventive, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, pour moi, le temps est à la solidarité, à l'union sacrée derrière nos forces de défense et de sécurité. En donnant le temps aux chefs militaires, mais pas seulement, aux autorités politiques aussi, de se concerter et de tirer toutes les conséquences de ce qui est arrivé. Vous avez parlé de certaines responsabilités individuelles, il faut les situer. Est-ce qu'il y a eu des défaillances sécuritaires? Il faut les cibler et y remédier. Mais pour ma part, je pense aujourd'hui, autant la redevabilité, si elle n'est pas mise en application dans ce domaine comme dans d'autres, on ne pourrait pas combler les lacunes, autant je pense qu'il faut donner un peu de temps au temps pour analyser tout ce qui s'est passé et en tirer toutes les conséquences. D'accord, Chalin a effleuré un peu moins la préoccupation. C'est que la réalité, vous l'aviez dit, il y a ce devoir de solidarité, il y a aussi un devoir de vérité. Un devoir de vérité, puisque je pense que, est-ce que la situation que nous vivons, cette nécessité de solidarité, doit exonérer les autorités du devoir de dire aux Maliens dans quelle proportion ils sont endeuillés. Puisque jusqu'à présent, comme l'a dit Chalin, on n'a pas de bilan. Les gens condamnent sans savoir ce qu'ils ont condamné, au fait. On sait qu'il y a eu l'attaque. On sait que ça devrait être normalement une attaque sanglante, mais personne ne peut vous dire aujourd'hui officiellement dans quelle proportion le pays a été endeuillé. Oui. Est-ce que vous pensez que cela doit, la situation que nous vivons doit exonérer les autorités de dire au peuple, à l'opinion, ce qu'ils doivent lui dire? Parce qu'en réalité, c'est quand même leurs contribuables. C'est des contribuables, ce sont des concitoyens qui ont été affectés par la situation. Le grand journaliste Abdraman Keïta m'a reproché une fois ici d'être un peu trop nuancé dans mes propos. Vous savez, si ça ne tient qu'à moi, aucune attaque terroriste ne fera l'objet de communication ou de publication d'aucune sorte. Qui cherche ceux qui nous attaquent et qui attaquent ailleurs? L'argent pour les otages, la publicité pour dire voici notre capacité
des nuisances. Et voilà ce que nous pouvons faire, nous savons faire. Mais puisque je ne suis pas un homme seul, et que ce point de vue n'est pas le point de vue majoritaire dans notre pays, même dans mon parti, où on fait les communiqués, je pense que ce n'est pas... Il ne faut pas donner une vitrine aux terroristes. Donc vous conseillez aux autorités de ne pas donner de bilan? Non, je vais aller au fond de ma pensée. Allez-y, il faut être clair. Mais, oui, je vais aller au fond de ma pensée. Mais il se trouve que l'opinion dominante au Mali amène à faire des communiqués de condamnation, à faire des communiqués de soutien, ce qui oblige les autorités à tenir compte de ce que veulent les citoyens. J'ai dit que si ça ne tenait qu'à moi, mais ça ne tient pas qu'à moi, ça tient à l'opinion, à ce que la majorité de nos compatriotes veulent. À partir de ce moment, vous voulez rejoindre le président Assimi Goïta qui avait dit à un moment donné que donner un bilan, parler tant, c'est aider les terroristes. Je pense que vous êtes en train de rejoindre le président dans cette logique. Sauf que j'ai dit ça avant que le président ne devienne président. Ça fait longtemps que je l'ai dit de toujours, je l'ai dit de tout le temps. Mais j'ai ajouté que quand on gouverne, ou quand on aspire à gouverner, il faut tenir compte de l'opinion de ses compatriotes. C'est là où j'arrive au cœur de sa question. Le devoir de vérité. La solidarité ne peut pas exonérer du devoir de vérité. Les Maliens ont besoin de savoir. Les Maliens doivent savoir parce qu'ils n'acceptent pas mon point de vue qui consiste à ne rien dire. Ok, bon, on va terminer. Je vais continuer pour dire que c'est vrai, vous dites peut-être, mais peut-être c'est vrai pour les images qu'on peut mettre, mais pas pour des chiffres. Partout dans le monde, on dit le bilan. Les gens disent peut-être parfois même c'est... Mais pour nous permettre d'aller visiter, je vous ai rejoint, j'ai dit que vous avez raison parce que les Maliens veulent cela. Mais c'est pas la même si fois. Moi je ne pense pas que c'est une bonne chose. Nous en avons connu par le passé et récemment encore, c'est la même chose. Il n'y a pas de bilan et il n'y a même pas des actes de mémoire qu'on a l'habitude de poser vis-à-vis des disparus, puisque la meilleure façon de le dire, c'est de reconnaître au moins qu'il y a eu des disparus. Et partout dans le monde, dans des proportions aussi importantes, c'est des deuils nationaux. On ne peut pas avoir perdu. Tout le monde entier est en train de sympathiser, de compatir avec le pays. Et dans le pays même, il n'y a rien qui le marque. Il n'y a pas de drapeau en berne. Les gens vaquent à leurs préoccupations. Comme si de rien n'était. Comment on appelle les cérémonies de réjouissance se passent comme chaque jour. Il y a des mariages, n'importe quoi, les boîtes sont ouvertes, rien. Alors qu'on veut nous faire dire qu'en réalité, le monde entier est en train de compatir. Je pense qu'il nous faut comprendre sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à dire. Je ne conteste rien de ce que vous dites. Mais je me mets au niveau de la gestion d'État et suis obligé, à certains égards, de tenir compte de tous les impératifs. Vous n'avez pas tort. Mais dans 48 heures, le président de la transition doit s'exprimer. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Vous nous informez ou bien? Chaque 22 septembre, il en est ainsi. Alors qu'aujourd'hui, il y a eu les cérémonies, les obsèques. Je peux terminer. Et puisque je parle du 22 septembre, c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage vibrant aux pionniers de l'indépendance et aux pères de l'indépendance. Nous reviendrons sur ça si vous voulez. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour ma part, toutes mes analyses finales vont attendre cette intervention. J'aimerais voir et écouter ce qui va être dit en cette circonstance. Ce n'est pas une course de vitesse. Patientons un peu et on verra. Mais encore une fois, je ne suis dans aucun secret. Absolument aucun secret. Il peut y avoir un deuil national plusieurs semaines après l'événement qui l'aurait... Je ne dis rien, je dis j'attends cette occasion solennelle, importante, inévitable, incontournable pour préciser mon opinion définitive sur cette question. Ça sur le dossier des 11 détenus politiques. Monsieur le Président,
Tout à l'heure, vous avez parlé d'union sacrée. Est-ce qu'on peut aller dans cette union sacrée quand des camarades à vous, des leaders politiques, et pas des moindres, restent détenus, restent comme étant des prisonniers politiques, on peut même dire pour des délits d'opinion, délits de réunion, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez que cette union sacrée est possible tant que ces leaders politiques restent emprisonnés? Je me suis récemment exprimé sur la question. Juridiquement, aujourd'hui, de mon point de vue, rien ne justifie le maintien en détention de ces hommes politiques. J'expliquais que le maintien en détention, la détention privative, doit demeurer une exception. La règle, c'est la liberté. Même pas provisoire, hein, la liberté. Il faut qu'il y ait une de ces trois conditions pour être mis en détention privative. On considère que la personne peut s'enfuir. On appelle ça, en termes juridiques, qu'il n'a pas de solide garantie de représentation en justice. Je ne pense pas qu'un seul parmi ces 11-là soit concerné par cela, autrement il serait déjà parti. La seconde raison, c'est si on peut suborner des témoins, c'est-à-dire aller dire à un témoin, raconte des histoires, ment. Mais l'information est arrivée à un niveau tel que cela n'est plus possible. Ou si le maintien en liberté peut amener la personne à troubler l'ordre public, à poser des actes qui feront qu'il y a des problèmes, des difficultés, je pense que juridiquement, il n'y a pas de raison de les garder en prison. Politiquement, j'expliquais que si on instaure une semaine comme la semaine nationale de la réconciliation, ça doit avoir un sens. Il est important de pareilles circonstances de poser des actes forts. Nous sommes dans la semaine de réconciliation. Nous sommes dans la semaine de la réconciliation. Pour les libérer, et c'était une parfaite occasion de prendre une aubaine à saisir, une opportunité à ne pas rater pour faire cela. Mais au-delà du moment, ce en quoi je crois le plus, depuis 1991, où le slogan du CENI c'est rassembler pour construire, je crois au rassemblement, je crois en la réconciliation. Je sais que tout le monde n'est pas bon, mais personne n'est définitivement mauvais. Je ne le dis pas pour ces personnes-là, travaillons à nous rassembler, travaillons à nous réconcilier pour construire notre pays. Et je pense honnêtement que mes camarades, ces 11 leaders politiques, n'ont absolument rien à faire en prison aujourd'hui. La question répondait là, est-ce que l'union sacrée est possible sans la libération de ces... Oui, ceci est une entrave. C'est une entrave qu'il faut surmonter. Et surmonter comment? Les laisser aller chez eux. Allez-y, Keïta. Oui, maître, on vous a entendu là-dessus. C'est clair cette situation puisqu'elle est pendante et qu'aujourd'hui même, à ce qu'on sache, le procureur a fait opposition à la décision du juge de les mettre en liberté. Ça veut dire que le juge... Mais on est surtout vous entendre là où on ne vous a pas entendu par le passé. Est-ce que vous pensez que la mesure qui les a conduits en prison, c'est-à-dire la mesure de suspension des activités politiques, se justifiait en son temps? Vous savez, j'ai aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, une situation assez particulière, même si c'est très difficile. Je peux parler à tout le monde. Et je n'ai pas besoin de tambours et de trompettes pour parler ou agir. Cette mesure n'était pas bonne. Elle a été retirée. C'est parce que le constat a été fait qu'elle n'était pas bonne. On l'a critiquée parce qu'elle n'était pas bonne. Il faut saluer le fait qu'elle a été retirée aussi. C'est là la bonne méthode. C'est là la cohérence, même la dignité, si vous voulez. On a critiqué, oui, on a retiré. C'est parfait. Vous reconnaissez qu'en réalité, à partir du moment où la mesure n'était pas bonne, ce que vous dites ne sont pas les seules raisons pour lesquelles on devrait aussi les élargir. Soyez précis pour votre question. L'autre raison, c'est aussi qu'en réalité, ils sont en détention pour une mesure qui n'était pas bonne, qui ne se justifiait pas.
Oui, mais attendez, tirez les conséquences de ce que vous dites, commentez comme vous voulez, mais moi je m'en tiens strictement aux faits. Les faits sont têtus, une mesure a été prise, elle n'a pas été estimée bonne. Les personnes qui l'ont prise l'ont retirée. La conséquence, la mesure a eu déjà des effets. Mais on a retiré la mesure, mais ces effets continuent. C'est sur ça qu'on veut vous entendre. Oui, est-ce que c'est normal qu'une mesure mauvaise continue à avoir des effets? Les effets demandent la libération. Vous voulez m'entendre sur ce que j'ai dit et redit? Si vous voulez, je l'enregistre, je le mets ici, vous allez le passer à vous. Ce n'est pas ça, non. Ce n'est pas les mêmes raisons pour lesquelles que vous avez évoqué. Vous avez évoqué le fait d'avoir des subornations, des risques de subornation de témoins et des raisons juridiques. Ça, c'est juridique. C'est ce que vous avez. Non. J'ai ajouté des raisons politiques. J'ai ajouté des raisons politiques. Mais vous savez, quand on veut être efficace, il faut éviter seulement les bons mots. Moi, quand il y a des personnes qui sont en détention, moi, je suis allé les voir chez eux, j'ai raison de droit pour eux, pour leur bien. Maintenant, s'il s'agit d'aller faire des effets de manche, on va t'applaudir, mais ça n'apportera rien à ceux qui sont en détention. Moi, je cherche un résultat. Je continue à plaider, à dire au pouvoir public, vous gagnerez tout en les libérant, vous ne perdrez rien en les libérant. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Allez-y. Si c'est mauvais, vous dénoncez. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Allez-y. Ok. Allez-y. Maître, nous allons revenir encore sur la situation sécuritaire, parce que de plus en plus des voix s'élèvent pour dire que le tout sécuritaire n'est vraiment pas une solution. Et récemment, nous avons entendu le général Yamoussa Kamara dire que l'armée ne peut pas imposer la paix. L'armée peut faire la guerre, mais elle ne peut pas imposer la paix. Pour qu'il ait la paix, il faudrait que les politiques s'engagent, et s'engagent sincèrement et honnêtement. Est-ce que, à côté de la guerre, il y a une autre alternative possible? Vous savez, une crise, lorsqu'elle est profonde, sécuritaire, politique ou n'importe quelle autre, de mon point de vue, ne peut être résorbée, surtout celle que nous vivons, que si trois dynamiques sont mises ensemble. Les autorités, c'est elles qui décident. Il faudrait qu'elles s'engagent, qu'elles aient la conviction qu'il y a des actes à poser et que ces actes-là soient posés. En matière sécuritaire, les forces de défense et de sécurité. Je salue tout ce qu'elles ont fait, je salue tout ce qu'elles font. On a vu Kidal, on a subi Tizawaten, il y a toujours, tous les jours, des attaques ici et là, elles se déploient partout, donc il y a leur rôle. Puis il y a le rôle des citoyens, toutes composantes confondues. Et dans ces composantes, il y a la classe politique, il y a les religieux, il y a les autorités traditionnelles, il y a les hommes de culture, il y a les dozos, nous les journalistes. Il y a les journalistes dont le rôle est plus qu'important et éminent. Parce que je l'ai dit, ce n'est pas avec démagogie. Qui peut porter aux Maliens qui résident dans le village les plus reculés le bon message si ce ne sont pas vous, femmes et hommes de presse? C'est tout cela mis ensemble qui peut permettre de résorber une crise. Ce qui signifie quoi? Qu'il faudrait que ceux qui nous attaquent sachent qu'il y a une riposte armée, défensive ou offensive, mais il faut que l'on se remémore, cela c'est important. D'où vient cette crise? Quelles en sont les origines? Les terreaux qui permettent de se développer, pour ma part, je dis, j'en vois trois. Le premier, c'est l'analphabétisme. On s'adresse à des gens qui ne savent pas, et plus grave, ceux qui viennent leur parler ne savent pas. C'est encore plus grave, on parle de religion, on confond tout, c'est l'ignorance. C'est de l'analphabétisme. Deuxième, c'est l'extrême pauvreté. Les gens sont désœuvrés, ils ne savent pas ce qu'il faut, ils n'ont pas à manger. Il faudrait que notre jeunesse ait de quoi s'occuper et de quoi vivre pour ne pas suivre les marchands d'illusions. Ça, c'est le deuxième terreau. Le troisième,
c'est le sentiment réel ou fondé de l'injustice. Rend perméable au discours de ces terroristes. Donc, pour travailler sur ces 3 terreaux, ce n'est pas avec les armes qu'on peut le faire. C'est avec d'autres outils, avec d'autres approches et avec d'autres acteurs. Donc, il faut mettre ces 3-là ensemble. Il faut une vision. J'ai toujours dit que pour gouverner efficacement, il faut 2 choses essentielles. Une volonté politique clairement affirmée et une vision. L'une sans l'autre, on patauge. Chana, le 18 dernier, Keita, on bouclait, si vous voulez, les 4 ans de la transition, on est au niveau du bilan de la transition, allez-y. On aurait pu quand même Keita, on veut un peu au genre l'État, après on va revenir. On aurait pu entendre mettre autre chose par rapport à cette problème, parce qu'en réalité, il n'y a pas que la terrorisme, il n'a pas les évolution, il y a aussi la rébellion. Keita, il a parlé de mettre à Je pense qu'on ira plus vite si j'ai du jour, même à l'objet des concertations, sont responsables de ce qu'ils ont dit et fait. Mais il faut retenir une chose qui est importante. Ce sont des recommandations, ce ne sont pas des textes. Et depuis la fin de ces concertations jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu aucune autorité revenir sur ces questions. J'ai dit, comment vous pouvez savoir si moi j'ai vu? Vous dites, moi j'ai vu, je vous dis. Je vais vous l'apprendre qu'il y a une autorité. Merci de me l'apprendre. Assimi Goïta est sorti pour dire que, pour s'engager à appliquer l'ensemble des recommandations du dialogue intermalien. Et cela figure parmi ces recommandations. Nul ne peut appliquer l'ensemble des recommandations de ces assises, même en 3, 4, 5 mandats. Le dire est une chose. Voilà, c'est bon. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, j'ai répondu. J'ai dit, je ne parlais pas d'une personne tout nommément désignée. Chana a dit, on revient sur la charte. Je dis, la charte est très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la charte. Donc c'est un parjure. Vous continuez à maintenir que c'est un parjure. Donnez les qualificatifs que vous voulez. C'est vous qui avez parlé de ça ici. Donnez les qualificatifs que vous voulez. Moi, je dis. C'est pas moi qui donne les qualificatifs. On peut passer à autre chose. C'est lui qui a. Allez-y, non, parce que honnêtement, on n'est pas dans un jeu, quoi. On parle aux Maliens et aux Maliens. On doit maintenir une certaine hauteur. Bon, on est vers la fin de l'émission. Non, en fait, c'est pas l'amitié. C'est que quand on parle sincèrement, on n'invente pas. Et quand on n'invente pas, il n'y a pas de var. c'est par ici. Ça va pas de sa nature. Ça, je m'en enorgueillis. Hein? Ausculter aujourd'hui. On a compris ça. On a compris ça. On a compris. Il faut que vous répondez à la question que vous n'allez pas du tout monopoliser la parole. Ça fait 4 ans que nous ne sommes pas en démocratie. Ça fait 4 ans que nous ne sommes pas en démocratie. Vous avez écrit de cœur, après on va. Allez-y, Chana. C'est ça, ça veut dire que vous n'avez pas la parole. Allez-y, Chana. C'est ça aussi la question. Chana, allez-y. S'il endosse votre question, allez-y, Chana. Je vous répondrai de la même façon. Oui, maître. Vous êtes chef de parti, président du SNUD, membre du M5 RFP, et vous êtes battu plusieurs fois pour être président de la République. Le peuple malien n'a pas encore porté son choix sur vous. Est-ce que vous êtes encore prêt à être dans le starting block pour briguer le suffrage de Mali pour la prochaine présidentielle? Alors, je vais répondre très clairement et très franchement à votre question. Vous savez, le jour où au M5 RFP, on a fait le choix d'un Premier ministre, j'ai clairement dit que je n'étais pas candidat. Je l'ai dit en ajoutant et en disant à ceux à qui il fallait le dire, que la charte, si je suis Premier ministre, ne m'autoriserait pas à être candidat. Et que par conséquent. Mais j'ai ajouté aussitôt potentiel candidat. Une candidature, je l'ai dit ici une fois, ce n'est pas au pied du lit qu'on se réveille un matin pour dire qu'on est candidat ou qu'on n'est pas candidat.
Une candidature ne doit pas être improvisée, elle est préparée, mais elle est surtout portée. Si demain, le Sénégal Faso Riwaton estime que pour telle ou telle raison, Muntagata ne doit pas être candidat, je ne le serai pas. Si elle estime que Muntagata doit être candidat contre Vans et Marées, je le serai. Mais je ne suis pas conseiller de Faso Riwaton aujourd'hui, je suis aussi au M5 RFP. Donc cette question des candidatures me dépasse. Je ne suis pas un candidat obligé, je ne suis pas un candidat éliminé. Est-ce qu'Assimi pourrait être candidat? Cette question peut être répondue par Assimi, pas par Muntagata. Non, vous avez l'habitude d'expliquer ici. Au regard de la charte, Assimi, hein. au regard des textes, Assimi ne peut pas être candidat et vous osez espérer qu'il ne sera pas candidat. Et pourquoi cette légère évolution aujourd'hui? Vous ne m'avez pas demandé quels sont les empêchements des candidatures liées à telle ou telle personne. Vous m'avez cité quelqu'un en disant est-ce que cela peut être candidat? Oui. J'arrive. Et vous vous rappelez que plus d'une fois, si j'ai dit, je n'entre pas dans les débats qui concernent les personnes. Si maintenant vous voulez parler de la charte, ces dispositions, vous venez de les rappeler. Elles sont claires. C'est un texte. On verra quel usage sera fait de ces textes. Mais pour ce qui me concerne, je travaille, si je dois être candidat sur une candidature, non pas sur l'invalidation ou le refus d'autres candidatures. Là, il y a des structures dédiées à cela. Et pour ma candidature, je dis, elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas actée aujourd'hui. D'accord. On verra. Keita, pour votre dernière question. Monsieur, ouais, c'est là cette question d'ailleurs. La dernière question sera cette question. Parce qu'en réalité, comme je l'ai rappelé, il y a eu un dialogue intermédiaire. Afin d'améliorer la gouvernance actuelle. Est-ce que vous avez quelques recommandations? Ne pas avoir de recommandations dans ce domaine signifierait que je considère que la gouvernance actuelle est parfaite. Elle est loin de l'être. D'abord, dans les principes, en tant qu'acte humain, il n'y a jamais rien de perfectible. En l'occurrence, vous savez, cette transition, c'est l'affaire des autorités militaires, mais c'est aussi l'affaire du M5 RFP. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous nous sommes réunis. Je sors pratiquement d'abord pour venir ici, pour parler de cette gouvernance, pour parler de ce que nous considérons comme des lacunes, pour parler de ce que nous considérons comme des acquis, pour parler des recommandations et des propositions que nous devons faire. Nous les avons sous l'écoute. Nous allons rencontrer les autorités en charge de l'État pour leur dire ce que nous pensons de la gouvernance actuelle avec des propositions d'amélioration. Il ne serait pas... Vous allez rencontrer Choguel? Non, nous n'allons pas rencontrer Choguel en l'occurrence. Non, ce n'est pas à Choguel que nous avons demandé de nous rencontrer parce que nous estimons que ce que nous avons à dire aujourd'hui, il n'est pas le partenaire le mieux indiqué. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Maître à présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Keita, nous sommes dans le secret de la délibération. Oui, Maître est revenu dans les mêmes postures dans lesquelles il a eu à nous quitter la dernière fois. Et j'ai été au départ très conforté de l'entendre de retrouver le démocrate et l'homme de droit qu'il a toujours été, qu'il a toujours incarné, en le voyant défendre la liberté, donner la prééminence à la liberté sur la détention. Très content de recevoir ça, puisqu'à un certain moment, on pensait que Maître était en rupture avec ses convictions et les marques qui l'ont toujours caractérisé par le passé. Mais dans l'ensemble du débat, j'ai retrouvé la même personne que j'avais quittée la dernière fois. C'est l'effort d'équilibrisme, d'être l'équilibriste que j'ai rencontré.
Vous voyez, l'équilibrisme qui consiste à voiler un peu, à parler de façon un peu évasive des vraies questions, là où il y a un malaise, vous voyez, cela devrait être vraiment un peu, Monsieur le Président, motivé par sa loyauté vis-à-vis de cette transition, puisqu'il en est quand même acteur, mais une loyauté qui parfois vraiment verse dans la complaisance, même si je trouve que quelquefois il y a eu beaucoup de courage, il s'est assumé sur beaucoup d'autres questions. Et j'ai bien aimé aussi, Monsieur le Président, que Maître vraiment s'assume en reconnaissant que la paix ne se construit pas de cette façon qu'on est en train de la construire, et qu'il fallait associer tout le monde. Il prend de la hauteur par rapport à ça, mais il reste toujours le même Maître. C'est-à-dire que probable Premier ministre, en tant que soutien inconditionnel de la transition, qui, même s'il n'est pas d'accord avec une décision de cette transition, dès que les maîtres s'engagent et en fait une décision personnelle. C'est un véritable soutien. Un véritable soutien. Maître nous a montré qu'il défend les principes. Maître nous a montré qu'il a des valeurs. Et non ceux qui soutiennent la transition parce qu'ils soutiennent la transition, ils ne veulent pas que les leaders politiques soient arrêtés. Maître sur les principes, il est sur les valeurs démocratiques, valeurs de liberté, valeurs de tolérance. Maître a été opposant, il a fait la prison. Et c'est à travers un dialogue politique qu'il a été libéré. C'est ce dialogue politique qui a permis à Maître de continuer sa vie politique. Donc ceux qui sont en prison doivent être libérés pour le grand rassemblement. D'accord. Maître l'a dit, ne m'interromps pas, Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je suis en train de prendre mon élan, il est en train de me couper. Il va falloir casser cet élan pour qu'on puisse faire cette émission. Dommage, l'antenne aussi. Dommage de casser cet élan. Oui. Je rends l'antenne et je te demande une libération pure et simple parce que le pays a besoin de Maître Tall, la démocratie a besoin de Maître Tall, la liberté a besoin de Maître Tall. Il faut des hommes comme ça pour défendre les principes et les valeurs. Quelle que soit ta position, que tu sois au pouvoir ou dans l'opposition, il faut avoir ces principes et il faut savoir les défendre à tout moment. Le pays a besoin de Maître Tall. J'ai la faiblesse de m'aligner derrière, en tout cas, cette recommandation de Chana Taki. Et également, on a pu noter dans le réquisitoire prononcé par Keïta, effectivement, qui n'était pas contre un acquittement de Maître Moutagatal, malgré les réserves qu'il a pu faire au bénéfice donc de ces deux réquisitoires. Maître, il me plaît de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté de répondre. Merci, Monsieur le Président, de l'acquittement. Je dois dire humblement, mais je dois dire ma fierté et l'honneur qui est le mien d'entendre un juré dire qu'il retrouve Maître Tall avec les mêmes postures, ce que moi j'ai traduit par cohérence et constance, qu'il les trouve cherchant l'équilibre. C'est mon rôle aujourd'hui. Loyauté dans les soutiens, je le revendique. Qui prend de la hauteur, merci de le dire. Et le second juré, Chana, qui dit, ça c'est important pour moi, qui défend les principes. Je souhaite me regarder dans une glace chaque matin, sans me reprocher quoi que ce soit, au nom des principes. Le temps est terminé. Oui. Permettez-moi de dire deux choses. Une pensée commune aux victimes des inondations. Elles ont beaucoup souffert. Cela continue et ça fait partie des déficits de la gouvernance. Et encore, les condoléances renouvelées à nos forces de défense et de sécurité et les soutiens que nous devons leur apporter. Merci infiniment de votre indulgence et de cet acquittement.
Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury. Grand Jury qui recevait comme donc invité Maître Moutakatal, président du Séné de Faso Yiriwaton. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Ségou. Au revoir. Merci. Ademandra. Qu'on la laisse travailler en toute indépendance. Mais d'ores et déjà, nous avons des Maliens qui sont exclus de la situation. Si vous-même vous avez parlé des autorités traditionnelles, là, nous avons des protagonistes de cette crise qui ne sont pas associés à ce processus. Est-ce que cela est... C'est dommage qu'il y ait des franges de la population qui devraient y être et qui n'en sont pas. Mais là, ce que je dis, il ne faut laisser le Mali à personne. Le Mali, c'est pour nous tous Maliens. Quand on est convié, on vient s'asseoir dans le fauteuil. Quand on n'est pas convié, on cherche un banc, on s'assoit et puis on apporte sa contribution comme un peu. Quand on est sous le coup d'un mandat d'arrêt, par exemple, vous savez, les rebelles de la rébellion ne sont pas des signataires de l'accord de la paix. Vous parlez de jusqu'où peut et doit aller le dialogue. À mon avis, tous ceux qui sont d'abord maliens doivent être approchés, associés. Si pour telle ou telle raison, telle ou telle personne ne peut pas venir, il faut voir quelle approche avoir. En clair, un mandat d'arrêt, quand il est lancé, on a deux attitudes. On s'éloigne, on ne vient pas. On vient, on s'explique, les mandats soient confirmés, soit levé. Mais ce qui est clair, pour moi, je l'ai dit, la reconquête de Kidal, l'intégrité du territoire obtenu avec la reprise de Kidal n'est pas un objectif en soi. Il faut aller au-delà en transformant la reconquête territoriale en intégration nationale, en réconciliation nationale, en cohésion nationale. Ce qui suppose l'impérieuse nécessité de parler. Mais vous savez, ce type de dialogue se prépare. On le fait d'abord à son propre niveau, en position de force, et avec des gens capables de mener ce dialogue. Mais on le fait aussi avec l'environnement international, qui ne nous est pas très favorable aujourd'hui, parce qu'on nous tombe dessus tous les jours. Nous sommes au niveau du bilan de la transition, allez-y. Oui, maître, en août dernier, nous avons fêté, ou bien si vous voulez, la transition a eu 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de cette transition? Est-ce que le gouvernement dirigé par Choguel Maïga a été à hauteur de souhait? Je ne veux pas faire comme ce honorable membre du CNT pour donner une note. Je sais que les défis étaient nombreux. Je connais de façon assez précise les difficultés. C'est ce que nous avons conduit d'ailleurs dans la rue pour demander un changement fondamental. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une boussole de l'action gouvernementale, le programme d'action gouvernementale tiré des 10 points et 17 mesures du M5 RFP. Je suis tout sauf étranger à ces 10 points et 17 mesures. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les objectifs sont atteints? Toujours dit, il est impossible d'atteindre tous les objectifs quand on gouverne. C'est absolument impossible. Est-ce qu'on peut faire mieux? Sans aucun doute. Il y a des domaines aujourd'hui où il y a de sérieuses difficultés. Est-ce qu'il y a des domaines où il y a eu de bons résultats? Je pense également que oui. Mais ma conviction la plus intime, c'est que pour amener tous les Maliens à s'associer à la réussite de la transition, qui pour moi doit s'imposer à nous tous, il faut que la transition réussisse. Si la transition ne réussit pas, ce n'est pas l'échec des autorités de la transition, ce serait un recul de 5 ans
ou des 4 années pour le Mali. Alors donc, pour que cette transition réussisse, il faut écouter les Maliens, voir ce qui empêche les uns ou les autres de venir. Et en l'occurrence, vous y arriverez, je ne sais pas si je vous devance, il faut que la durée de la transition fasse l'objet d'un débat et d'un consensus entre les Maliens. Parce que quand on fixe un mandat, la durée d'un mandat, ce n'est jamais ni par caprice ni par obligation. Quelle est l'importance de la durée d'un mandat? Ça amène ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance à ne pas emprunter les voies de la violence ou de la déstabilisation et à se dire, ce n'est pas grave, on va régler nos comptes dans les urnes dans tel délai. Ça amène l'accalmie, ça amène la paix sociale. Ce que vous avez refusé avec Ibeka, vous l'avez déstabilisé jusqu'à ce que... Nous n'étions pas dans un débat de durée de mandat avec Ibeka. Nous avons vu qu'il repose en paix. Il y avait des désaccords énormes. Excusez-moi, ça me gênerait aujourd'hui de vouloir faire le procès. Quelqu'un qui est... On avance. Sauf que, je ne sais pas si c'est délibéré, vous semblez refuser de prononcer le nom de Choguel Maïga, par exemple, ce soir. Mais si vous me posez... La question a été bien posée. Laquelle? Choguel Maïga? Oui. Si Choguel, le gouvernement Choguel a été à hauteur de sujet, vous n'avez pas répondu à la question, vous dites que vous ne donnez pas de notes, mais vous pouvez donner quand même un pourcentage, à 15%, 30, 40 d'objectifs, parce que vous connaissez bien les objectifs. Permettez-moi vous devez être à mesure de nous dire les objectifs qui sont atteints et ceux qui ne le sont pas. Comme il ne semble plus militer au sein du même M5. Oui, je le sais honnête, l'honnêteté intellectuelle oblige qu'ils nous disent ce qui est, les objectifs atteints et les objectifs non atteints, et un pourcentage en conséquence par rapport à cela. Allez-y, maître. Alors, 3 points. Je n'ai aucune gêne à parler de Choguel Maïga. Choguel Maïga, quand il se regarde dans une glace, il se rappelle toujours comment il est arrivé là où il est et quelle a été ma part dans cela. Ce n'est un secret pour personne. Lui-même, il le reconnaît quand il parle avec des gens. Nous avons un compagnonnage de 30 ans. Compagnonnage politique de 30 ans. Ça, vraiment, il y a eu une très grande complicité entre nous. Une très grande complicité entre nous. Et voilà, donc, il y a des choses qu'il ne faut pas renier l'histoire. Jamais. Ni insulter l'avenir et renier le passé. Donc, il y a des choses, je n'ai aucun problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas ensemble. Pour moi, ce débat est clos. Nous l'avons destitué, point barre, démocratiquement et publiquement. Pourtant, chaque fois, il parle au nom du M5 RFP. Nous ne pouvons pas l'empêcher de faire cela. Ni d'ailleurs d'avoir quelquefois des propos outrageants contre ceux avec qui il a cheminé et ceux grâce à qui il est là où il est. Donc franchement, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que là, j'arrive au second point, n'insulte pas l'avenir. Sauf que votre nom a été maintes fois cité comme un potentiel remplaçant Choguel Maïga, ça a été cité, ça a été dit par... Remplaçant où? Au M5 ou... Non, à la primature. D'accord. Mon nom a été cité, j'ai entendu mon nom plus d'une fois, et j'ai dit plus d'une fois qu'il y a des choses sur lesquelles je ne discute pas, je ne me prononce pas, et qu'on verra ce qu'on verra le moment venu. Ça, je l'ai dit, je le répète. Maintenant, pour arriver à l'appréciation de l'action gouvernementale, il faut savoir rester mesuré. On dit qu'il y a des acquis, mais il y a encore des choses à faire, je vais être plus précis, il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la gouvernance actuelle. Est-ce que, maître, vous n'êtes pas un peu dans le déni quand vous parlez de cette... Parce que nous connaissons quand même aujourd'hui une situation qu'on ne connaissait pas avant. Aujourd'hui, nous vivons une situation où le pays est criblé de dettes, avec les levées de fonds à l'extérieur, à l'exponentiel. Nous vivons une situation énergétique catastrophique qui a des impacts
qui a des impacts. Non, la dette extérieure, ce n'est pas intérieure. Allez-y, il y a intérieur aussi. Non, il y a la dette intérieure aussi. Il y a une désertion énergétique catastrophique avec des impacts, des effets sur l'économie dans son ensemble. Tout cela, ce ne sont pas des problèmes que nous gérions avant cette transition. Vous pouvez parler qu'en réalité, dans ces aspects-là, on a comme l'impression, et beaucoup de Maliens trouvent que vraiment la situation n'a pas, la transition n'a pas été à hauteur de mission. Oui, j'ai dit qu'il reste beaucoup de choses à faire. Vous venez de citer... Oui, quand vous dites qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est un peu superficiel, un peu... Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? On y passera la nuit. Oui. Demander la permission qu'on reste encore une heure de plus. Je suis obligé. Voyez tous les thèmes que vous abordez. On ne peut pas aller dans le détail de ce que l'on dit, mais si vous m'écoutez, peut-être qu'on sera d'accord. Allez-y. Gouverner, c'est gérer les difficultés. Absolument. Elles sont là, elles sont réelles. Vous avez parlé de la dette. Nous avons des problèmes sérieux, énormes de financement de notre économie. Aujourd'hui, vous voyez toutes les restrictions qu'il y a. Qui sont venues par la transition. Vous savez ce qu'il y a des problèmes qu'on avait avant, puisqu'on ne peut pas vraiment attribuer aux problèmes qu'on a. Il faut qu'on s'accorde sur une chose. Si c'est vous qui devez parler, vous ne m'inviterez pas. Oui, donc si, je parle, mais il ne faut pas aussi qu'on abuse un peu l'opinion par certains passages qui puissent occulter les réels problèmes qui vous aident. Mais mon cher Keita, vous ne m'avez juste pas écouté. Bah, allez-y. Merci beaucoup. Et on peut avoir... Je vous écoute et je voudrais entendre que la situation que vous avez décrite, que la transition a sa responsabilité là-dedans. Vous n'entendrez pas ce que vous voulez que je dise. Vous entendrez mes points de vue et mes convictions. Je ne peux pas parler sous la dictée. J'ai dépassé cet âge. Alors, vous avez soulevé un certain nombre de difficultés. Dans les problèmes de financement, c'est ce qui fait qu'on recourt à la dette. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on regarde même les conditions dans lesquelles nous réussissons nos levées de fonds, la contribution des banques maliennes par rapport à ce que nous réussissons, ça dit qu'il y a des problèmes réels. La dette intérieure, il y a des problèmes réels. Les restrictions budgétaires énormes au niveau des ministères, la quasi-absence d'investissement, ce sont des problèmes. Alors, vous avez parlé de l'énergie, faut-il en parler? Ce serait un milliard si on termine avant que ça ne coupe, à moins que vous ne soyez sur un groupe électrogène. J'ajoute, vous ne l'avez pas dit, le coût de la vie et beaucoup d'autres choses. Alors, s'il y a tous ces problèmes-là aujourd'hui, moi, je ne me mets pas dans la seule posture de dénoncer et de critiquer. Je dis, nous devons travailler à la réussite de la transition. Ça signifie quoi? Prendre tous ces problèmes un par un, ne pas les occulter, les mettre sur la table et voir quelles solutions on peut y apporter. Mais ce qui est certain, il y aura des solutions durables que lorsque demain, on réussira à mobiliser les Maliennes et les Maliens. Parce que notre ressource la plus importante, c'est la ressource humaine. Ce n'est pas la ressource financière. Je sais qu'il y a des projets pour cela, mais pour dire la vérité, je ne vois pas concrètement ce que ça donne en ce moment. Allez-y, Chana. Maître, est-ce que le pays n'est pas victime de ces choix stratégiques qui ont fait que beaucoup d'associations sont privées de fonds, qui fait que nous ne nous entendons pas avec nos voisins, avec l'Union européenne, beaucoup sont partis. Est-ce que ce n'est pas une question de vision déclinée en choix stratégiques? Alors, les choix stratégiques, comme leur nom indique, sont d'abord des choix. Quelquefois des choix obligés, mais il faut que ce soit en tous les cas des choix assumés. Nous avons fait le choix de la souveraineté. Nous avons fait le choix que l'on nous respecte. Permettez-moi là aussi de saluer l'an 1 de la Confédération de l'AES. Et je vous ai dit ce que je pense de cette question.
Le débat sur ces choix est clos pour moi. Je m'investis. J'invite les Maliens à s'investir pour que ces choix soient des succès pour nous. Parce que si l'on échoue dans ce qui apparaît comme stratégique... C'est vrai que vous avez dit sur ce plateau que vous n'étiez pas d'accord avec ça, mais une fois, parce que la transition a pris la décision, vous vous engagez pour cela. Pour la réussite. Parce que quand un choix stratégique échoue, c'est les pays qui reculent. C'est les pays qui reculent. Mon choix à moi n'a pas une importance particulière par rapport aux orientations stratégiques du pays. Je m'insère dans cette dynamique et je fais tout pour que ça marche. Est-ce que vous pensez qu'ils sont sur la bonne voie par rapport à ces choix stratégiques? M'impliquer signifie que si c'est la bonne voie, je pousse, que si c'est la mauvaise voie, j'essaie de mettre le train sur les rails. J'aimerais que vous clarifiez une de vos idées. Je suis à disposition. Ici, récemment, dans votre communiqué le plus récent, les démocrates doivent continuer à dénoncer, à extirper des rangs, ceux qui, arrivés aux affaires, ont piétiné tous les principes et valeurs démocratiques et galvaudé la notion même de démocratie. De qui est-ce que vous parlez? Vous avez bien lu? J'ai dit certains, je n'ai pas dit ceux. Non, mais de qui est-ce que vous parlez? Mais c'est qui est vous savez, vous savez. Ceux qui, pas certains, ceux qui. Vous savez. Ceux qui, dans ceux que j'ai reçus, c'est ceux qui est écrit. C'est pas certains, c'est ceux qui. D'accord. Voilà. D'accord. C'est bien logique quand même, ce certains, ça a voilà, c'est la même chose. De qui est-ce que vous parlez? Pendant 10 longues années, j'ai été pas seulement un opposant, mais un chef d'opposition. J'ai contesté la gouvernance. Je l'ai dénoncé. J'y ai donné ma liberté. Plus que ça, quelquefois on a voulu salir mon honneur. Ma famille a été brimée. Mes amis politiques, mon travail, parce que j'étais en désaccord. J'ai assumé dans la rue, j'ai assumé au Parlement, j'ai assumé dans la presse, j'ai assumé devant les tribunaux. Si aujourd'hui, moi, je viens dire que certains qui sont arrivés au pouvoir ont galvaudé la démocratie, je redis aujourd'hui ce que j'ai dit il y a 30 ans. Vous savez que c'est le saison, parce que c'est qu'on ne comprend pas. Non, maintenant, alors, vraiment, il faudrait que vous appreniez à écouter vos invités. C'est important. Maintenant, pour arriver... Maître, nous apprenons bel et bien à écouter nos... Nous n'écoutons pas par l'oreille, peut-être, qu'il vous plaise qu'on écoute. Sinon, nous écoutons bel et bien. Écouter, c'est laisser parler. Simplement. Allez-y. Simplement. Laisser parler, ce n'est pas aussi... La seconde chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat à la fois malsain et fou. On pense que les partis politiques, les démocrates sont à la base de tous les problèmes de ce pays. C'est ce que je comprends d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les démocrates doivent faire deux choses. La première, extirper des rangs ceux qui ont galvaudé la démocratie. Ceux qui se sont emparés du manteau de la démocratie pour faire le contraire de ce que la démocratie requiert, de ce qu'elle exige. Nous sommes 4 ans. Depuis 4 ans, vous voulez vous imposer en démocrate. Vous continuez encore à réclamer l'homme démocrate, le combattant de la démocratie que vous avez été. Mais ça fait 4 ans que nous vivons quand même une sorte de totalitarisme dont vous vous accommodez. Je termine donc. 4 ans, près d'un mandat, par exemple présidentiel, que nous vivons cette situation, et cela ne vous effarouche pas. Je termine mon raisonnement. Allez-y. Donc, je dis que les démocrates ont deux choses à faire. La première, c'est d'extirper des rangs ceux qui se sont conduits de façon notoirement contraire à la démocratie, à ses valeurs, à ses principes. La deuxième chose, c'est d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas, à ceux à qui on raconte des histoires, qu'il ne faut pas réduire la démocratie au mauvais comportement de certains démocrates. Que la démocratie a beaucoup apporté, qu'elle peut beaucoup apporter. Dans aucun pays au monde, difficilement, par le temps qui court, on peut s'affranchir de la démocratie sans tomber dans la dictature. Et ceux qui applaudissent ou qui veulent jeter la démocratie aux orties ne savent pas ce que c'est que la dictature. Je termine en disant une chose.
je n'ai rien contre un régime où participent des militaires ou des civils ou des hommes et des femmes, parce que ce que les Maliens ont dénoncé, ce n'est pas la démocratie en fait, c'est la gouvernance. Cette gouvernance qui, de l'indépendance à aujourd'hui, a mis ensemble dans tous les gouvernements du Mali depuis 1968, les civils et les militaires, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. Oui, mais maître, vous répondez. Donc, il est directeur de publication du journal le 22 septembre. Chana El Hadj. Plurielage. Oui, El Hadj Chana, merci d'être là. Plusieurs fois El Hadj. Bonsoir Barou, merci beaucoup. Et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Bienvenue donc à toutes et à tous dans votre émission Le Grand Jury. Maître, un regard sur la composition du jury. Je deviens chez vous un multirécidiviste, comme Hinebe Delila. J'espère que tout va bien se passer. Merci. Keita, Est-ce qu'il est récidiviste? Pas récidiviste, parce qu'à ce que je sache, il n'a jamais été condamné. Ah non, c'est la comparution qui fait le multirécidiviste, pas la condamnation. La comparution. Récidiviste, ah bon, c'est ce qui fait récidiviste. C'est la récidive, le fait d'avoir récidivé dans la commission des crimes ou délits. À partir du moment où il y a la présomption d'innocence, est-ce qu'il est... On est allé au-delà de la présomption d'innocence. J'ai été déclaré innocent et acquitté plusieurs fois. allez, Keita. Ouais, donc c'est un régal d'avoir maître ici. C'est vrai qu'il est passé plusieurs fois, mais c'est pas chaque fois aussi qu'on l'a. Et beaucoup de fois, vraiment, l'actualité a été traversée par des événements qui nécessitaient sa présence ici. On ne l'a pas eu. Il est sorti récemment avec un communiqué qui justifiait un peu son absence sur la scène publique. Et je pense que l'éloignement du temps ne va pas être un alibi pour lui, pour esquiver certaines questions qui se sont déroulées sans qu'on l'ait entendu là-dessus. Et je suis sûr que ce n'est pas de sa marque aussi de se dérober des questions. Et vraiment, c'est pour le plus grand bonheur des téléspectateurs qui certainement attendent Maître Tall, puisque jusqu'à preuve du contraire,